Merci, bonjour à tous et écoutez, bienvenue à cette table ronde consacrée au futur du e-commerce. Je suis Marc Olivier, je suis délégué général de la FEVAD et donc on m'a demandé de vous présenter en introduction un petit peu l'état du e-commerce, ce que je vais essayer de faire dans les 10 minutes qui m'ont été imparties, non seulement pour essayer de voir l'état du e-commerce, mais aussi quelles sont les grandes tendances et puis surtout quelles sont les perspectives à venir. Alors il faudra juste que je récupère la petite machine qui permet de passer les slides, qui est là. Alors, d'abord, juste un mot pour rappeler qui est la FEVAD. Donc, la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. On regroupe environ 600 entreprises. C'est un syndicat professionnel, donc on représente les intérêts, on défend les intérêts, on essaie d'avoir un environnement qui permette le développement du secteur du e-commerce. C'est aussi, bien sûr, un lieu de promotion, un lieu d'échange, mais c'est surtout un centre d'observation privilégié, puisque grâce aux études que nous réalisons et grâce à la confiance que nous font nos adhérents, vous voyez qu'on a tous les types d'adhérents qui sont représentés, on arrive à dégager des tendances, à permettre l'anticipation, à réaliser des études de l'intelligence collective qui vont permettre ensuite aux adhérents de comprendre de l'évolution et surtout de mieux l'anticiper, puisque vous savez que ce qui caractérise aujourd'hui le e-commerce et d'une manière plus générale l'Internet, c'est la rapidité avec laquelle les choses évoluent et la capacité des entreprises à pouvoir anticiper ces évolutions est évidemment un avantage essentiel. Alors rapidement sur l'état du e-commerce, aujourd'hui, vous voyez que c'est un secteur qui représente environ 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant de voir dans cette slide, c'est surtout la croissance, l'évolution qui s'est réalisée sur les dernières années. Et ce qui frappe tout de suite, c'est de voir la constance avec laquelle ce secteur évolue. On n'est pas dans une évolution qui serait erratique, avec des up and down, mais au contraire sur quelque chose qui est très construit, qui progresse petit à petit, avec, vous voyez, une progression de 19% sur l'an dernier. Alors, ça représente que 8% du commerce de détail. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est un secteur qui est extrêmement jeune, mais c'est surtout plus de 500 millions de transactions, et c'est déjà 100 millions de transactions que plus que l'an dernier. Alors, au-delà de ces chiffres, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre comment se construit justement cette évolution, comment se construit cette croissance, quels en sont les moteurs, pour justement essayer de comprendre l'évolution vers laquelle on va. Les moteurs de la fusée e-commerce, en fait, il y en a deux. C'est ce qui fait qu'on est sur une croissance équilibrée. Le premier, c'est les Français, puisque, vous voyez, les Français consomment de plus en plus sur Internet. Ils sont en tout cas de plus en plus nombreux, avec 32 millions de Français qui achètent sur Internet au cours du premier trimestre. Un chiffre qui continue d'évoluer alors que l'équipement, la progression de l'équipement en accès Internet commence à arriver un petit peu à maturité. Malgré ça, on continue à progresser avec, vous voyez, 60% des Français de plus de 16 ans qui achètent aujourd'hui sur Internet en progression. Et la conséquence de cette évolution, bien sûr, c'est des profils qui sont en pleine évolution également, ce qu'on a appelé la fin des élites, puisque vous savez que le e-commerce a longtemps été marqué sur une catégorie de consommateurs bien particuliers, des CSP+, urbains, moins de 35 ans. Et là, on voit effectivement une démocratisation depuis quelques années du e-commerce, puisque toutes les couches de population sont concernées. Alors la première évolution, ça a été la parité, puisqu'aujourd'hui, hommes-femmes sont à parité sur le e-commerce. La deuxième évolution marquante, c'est aujourd'hui le phénomène de l'arrivée des seniors. Vous voyez que les plus fortes progressions aujourd'hui sont sur les 65 ans et plus. Une génération qu'on pensait finalement un peu perdue pour le e-commerce. Eh bien, pas du tout. Ces silver surfers sont de plus en plus nombreux à acheter sur Internet. Ils profitent des avantages. Ils ont des réflexes et des habitudes de consommation légèrement différentes de celles des seniors. On pourra y revenir plus tard. Mais c'est une évolution très importante. La seule fracture qui est toujours pas résorbée, c'est la fracture sociale, puisque vous voyez que la fracture générationnelle est en voie de résorption. En revanche, on voit que les CSP- restent quand même sous-représentés parmi les e-consommateurs, et c'est sans doute également dans cette catégorie de population que va se faire la croissance en ce qui concerne l'évolution des profils. Alors, ils sont plus nombreux, ils ont des profils plus variés, et puis ils consomment encore davantage, puisque là aussi, on étudie la fréquence d'achat et le montant dépensé. Et vous voyez qu'en moins de 5 ans, on a doublé le montant des achats par cyberacheteur pour passer environ de 8 à 16 achats et un montant dépensé annuel de 1 400 €. Alors, vous me direz, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Si on compare à l'Angleterre, on voit qu'on est à peu près à la moitié du chemin. Et donc là aussi, la marge de croissance reste extrêmement importante. Une des raisons pour laquelle on est de plus en plus nombreux à consommer, c'est aussi parce que l'offre est de plus en plus
importantes. Et c'est le deuxième moteur de la fusée, c'est bien sûr cette croissance de l'offre extrêmement rapide avec, vous voyez, un nombre de sites marchands qui se crée qui est tout à fait impressionnant. On devrait franchir la barre des 135 000 sites marchands actifs d'ici la fin de l'année. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça veut dire qu'il se crée environ un site marchand toutes les demi-heures en France, donc 2 sites par heure, ce qui effectivement donne une concurrence qui est de plus en plus importante, on va y revenir, mais également une diversification, une richesse de l'offre qui vient stimuler la demande. Alors, c'est un secteur qui est, vous le voyez, extrêmement atomisé, 135 000 sites, créés en pratiquement moins de 10 ans, et en même temps concentrés, puisqu'on voit qu'il y a 100 sites, un peu moins de 100 sites d'ailleurs, qui font plus de 100 millions, et il y a environ 4% de ces 135 000 sites qui font plus de 1 million. Donc à la fois une richesse qui tient à la diversité, à la multitude de petits sites, mais également des gros sites qui sont un peu les poids lourds, les locomotives de ce secteur, et sur lesquels on a des changements, puisqu'on suit avec Médiamétrie l'évolution du top 15 qu'on publie tous les trimestres. Et vous voyez, on n'a pas le temps de le commenter, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Marion et les invités. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir cette recomposition du paysage e-commerce à laquelle on assiste aujourd'hui, avec l'arrivée des retailers, une arrivée en force, une arrivée massive, puisque vous voyez que sur 12, 13, 14, 15, on a 4 retailers qui rentrent dans le classement, en plus bien sûr de Carrefour et de la Fnac. Et on voit que ce classement qui était, il y a encore pas très longtemps, dominé par les pure players, aujourd'hui, on voit arriver les retailers, ce qu'on peut appeler une recomposition du paysage, avec effectivement une maturité aussi, une maturité non pas du marché, mais une maturité des acteurs, avec ces grands acteurs qui arrivent effectivement sur le haut du classement, avec des logiques d'ailleurs un peu différentes de celles des pure players, et c'est peut-être aussi là un thème qui pourrait être abordé. Alors, tout ça, évidemment, je le disais, donne une évolution intéressante avec une concurrence qui est de plus en plus acharnée, de plus en plus âpre. Et vous voyez en vert la courbe du nombre de sites qui croît et en bleu la courbe de la croissance. Et vous voyez que le gâteau continue de grossir, mais les convives sont de plus en plus nombreux autour de la table, ce qui évidemment entraîne un point qui est essentiel, je crois, pour le futur du e-commerce, c'est la différenciation, puisqu'aujourd'hui, le besoin de différenciation est beaucoup plus important qu'il ne l'était hier, du fait de la concurrence accrue qui existe aujourd'hui sur les secteurs. Donc voilà un petit peu pour l'état. Je voudrais là revenir avec vous sur 4 grandes tendances que j'ai identifiées, que j'ai repris pour aujourd'hui, qui sont des tendances marquantes par rapport à l'évolution du secteur. La première, vous la connaissez, elle a été évoquée, elle est essentielle et elle est capitale, c'est celle du multicanal. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on voit que le e-commerce s'inscrit dans un processus d'achat qui est beaucoup plus complexe qu'auparavant. Avant, acheter, c'était prendre la décision d'acheter, aller en magasin, payer et repartir avec le produit. Aujourd'hui, il y a un avant, un pendant et après. Évidemment, dans toutes ces phases de l'achat, Internet joue un rôle essentiel. Ce qu'on voit effectivement, c'est le rôle capital d'Internet comme prescripteur d'achat, avec 91% des internautes qui disent avoir été sur Internet avant d'acheter, soit en magasin, soit à distance. Et au-delà de ce chiffre, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce que ça peut donner sur le comportement consommateur. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en magasin des consommateurs experts qui ont vérifié sur Internet un certain nombre de choses et donc qui arrivent en magasin avec des dispositions toutes particulières. Et cette tendance-là, elle est extrêmement importante puisque c'est ce qu'on appelle le web to store, qui modifie également le rapport au magasin et aux vendeurs. Vous voyez que 77% des gens qui vont acheter en magasin vont sur Internet. Cette tendance-là, elle est évidemment accrue par le phénomène du drive, qui est un petit peu ce qui aujourd'hui caractérise le multicanal, avec effectivement non seulement le drive appliqué aux grandes surfaces, mais également le click and collect, ou encore, vous voyez dans l'application McDo, quelque chose de très intéressant qui symbolise également le drive. L'autre point important, c'est que ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a 33% des gens qui disent qu'après la visite en magasin, ils ont été sur Internet. Et là, on en vient à une question qui fait beaucoup parler aujourd'hui, qui est celle du showrooming. Et finalement, est-ce qu'Internet ne sert pas, les magasins ne servent pas de showroom, mais les gens achètent sur Internet. Et donc, toute la question, c'est de savoir effectivement que quand 10 clients sortent du magasin, il y en a 3 qui vont acheter sur Internet. Et à votre avis, où est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce qu'ils achètent sur le site de l'enseigne ou est-ce qu'ils achètent sur un autre site? Les deux? Les deux. Oui, mais majoritairement sur le site de l'enseigne. Ça veut dire que l'enseigne magasin qui voit partir les clients, il y a 60% des gens qui vont acheter sur le site de l'enseigne. Voilà. C'est-à-dire qu'elle prend un risque essentiel, capital, presque suicidaire, à ne pas avoir ce site Internet qui va permettre de récupérer la vente. On reviendra sans doute sur ces éléments, notamment avec Auchan. L'autre tendance, et elle est liée également, c'est le mobile. Le mobile avec une croissance très importante des achats sur Internet. On a interrogé les Français en début d'année, 20%
disaient souhaiter acheter sur Internet avec leur mobile. L'Internet mobile, le m-commerce qui explose littéralement, comme on l'a vu sur le dernier trimestre, avec des croissances à 3 chiffres et non pas 2 chiffres. Vous voyez ici, on est sur des croissances de 120%. Et ce qui est intéressant, c'est que le décollage du m-commerce est beaucoup plus rapide que celui du e-commerce autrefois. On a fait un comparatif entre 2000-2003 par rapport à 2010-2013 et on voit que le m-commerce croît 2 fois plus vite que le e-commerce. Et évidemment, c'est une tendance qui est extrêmement intéressante à suivre, sauf qu'elle ne se résume pas simplement à l'achat. Le m-commerce, c'est aussi l'utilisation du mobile pour l'achat. Vous voyez, 42% des gens qui utilisent le mobile avant un achat et surtout 38% qui utilisent le mobile en magasin. Et là aussi, ça dit beaucoup de choses et c'est toute la révolution du magasin et la digitalisation du parcours client. Une digitalisation avant qui se faisait surtout chez soi, c'est-à-dire qu'on regardait sur Internet et après on allait en magasin. Cette digitalisation, aujourd'hui, elle se poursuit dans le magasin avec des clients effectivement qui sont équipés, suréquipés et souvent plus équipés que les vendeurs. Et là aussi, évidemment, ça entraîne un certain nombre de modifications et on travaille beaucoup sur ces aspects de digitalisation du parcours client. Troisième tendance, c'est les réseaux sociaux. Vous connaissez cette tendance, on en a beaucoup parlé. La e-réputation, le F-commerce, pour nous, ça ne marche pas. En revanche, ce qui marche, c'est les réseaux sociaux et le marketing de la recommandation, puisque vous voyez que les internautes attachent non seulement commandent beaucoup, alors contrairement à ce qu'on peut penser, les commentaires sont plus positifs que négatifs, et surtout, ils tiennent compte de ces avis. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on travaille aussi sur la légitimité de ces avis. Mais l'autre tendance qui est reliée à celle-ci, c'est celle du shopping collaboratif, qui est une tendance très intéressante, qui se développe extrêmement rapidement. Alors, on l'a vu tout à l'heure, dans la location d'appartements, dans le financement avec le crowdfunding, dans le coworking, dans la mode également, avec Vestiaire Collective et V-Dressing. Vestiaire Collective, c'est la plus grosse levée de fonds dans le e-commerce de cette année. Et puis également dans le covoiturage, ça a été commenté tout à l'heure, la location de taxi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une tendance qui est très récente et pourtant elle est déjà regardée de très près et c'est ce qui souligne d'ailleurs son importance, puisque vous voyez, elle fait déjà l'objet de réglementation, à la fois sur le financement, la location, on l'a vu, et puis la location de taxi. Mais l'autre signe très intéressant aussi, c'est qu'elle intéresse déjà les grandes marques, puisqu'on voit effectivement que G7 a sorti WeCap, qui est une espèce de réponse. La SNCF vient d'acheter un site de covoiturage. Citroën, BMW lancent aussi leur site. Et puis, vous voyez, Galeries Lafayette et BHV qui lancent du V-Dressing. Ça dit quoi? Ça dit que les tendances, elles sont extrêmement rapides. Ça montre à la fois la capacité du e-commerce à se réinventer, ce qui est sans doute également sa force et son atout. Mais ça montre aussi, aujourd'hui, la capacité avec laquelle les enseignes traditionnelles réagissent. Souvenez-vous combien de temps ont mis les grandes surfaces pour venir au e-commerce? Beaucoup trop de temps, à mon avis. Aujourd'hui, elles rattrapent leur retard, mais vous voyez qu'elles ont tiré les leçons du passé et aujourd'hui, les enseignes réagissent beaucoup plus vite aux tendances. Et les enseignes, du coup, savent qu'elles prennent un risque à ne pas les observer. Alors, dernière tendance, c'est celle des marques. Les marques pour qui, effectivement, le e-commerce a été longtemps du déstockage ou un circuit de distribution, pour celles qui avaient déjà une distribution, mais le e-commerce qui devient aussi un canal de communication avec les besoins pour les marques de sortir de l'écran, de venir au contact direct de clients, de créer une expérience client. Et c'est tous les sites premium que vous voyez, des sites premium de marques qui visent justement à créer cette émotion, cette proximité avec les clients, qui vont ensuite permettre de communiquer. Et donc on voit que l'enjeu, c'est pas tant la distribution, c'est le modèle économique, c'est plutôt cette relation client, cette expérience privilégiée qui va faire que le client non seulement sera satisfait, mais deviendra l'ambassadeur de la marque. Alors le temps passe, donc on va passer aux perspectives, ce qui va permettre d'ouvrir le débat. Alors juste sur le semestre, vous voyez que la croissance se poursuit malgré la crise, avec une croissance de 16%, légèrement inférieure aux prévisions, mais qui montre quand même le dynamisme du secteur dans un contexte économique particulièrement difficile. Et nous, on pense que cette croissance, justement, et on a vu que le e-commerce disposait d'un certain nombre d'atouts qui vont le permettre aux e-commerçants de continuer sur la croissance. Juste un mot sur l'Europe. Vous voyez que la France, aujourd'hui, c'est le 3e marché européen avec 45 milliards. On n'est pas loin de l'Allemagne, ce qui est quand même une très belle performance compte tenu du contexte de ces deux pays, mais c'est 2 fois moins que le Royaume-Uni, et ce qui montre effectivement la marge de croissance qui existe. À noter également que les 3 pays, d'abord que l'Europe est le premier marché e-commerce au monde, et que les 3 premiers pays représentent 70% du chiffre d'affaires. Donc nous, on pense qu'effectivement, à la fois en termes de
la demande va se poursuivre. L'offre également, le nombre de sites de 135 000 est bien inférieur à celui du Royaume-Uni. Et vous voyez qu'on reste sur une prévision qui sera une prévision de 50 milliards, la barre des 50 milliards qui vont être franchis cette année, et on est bien parti, et 70 milliards en 2015, qui fait du e-commerce le premier secteur de l'industrie numérique. Je pense que ça mérite d'être souligné. On n'en parle pas toujours, mais finalement, c'est le premier secteur en termes de chiffre d'affaires de l'économie numérique. Et puis, comme on parle du futur, on essaye d'aller un petit peu plus loin et de se dire finalement, OK, 2015, et qu'est-ce que ça sera en 2020 ? Eh bien, nous, 2020, on s'y intéressait depuis déjà longtemps, en essayant de voir à quoi ressemblera 2020 pour le e-commerce. Et la conclusion qu'on en a tirée, c'est que 2020, ça serait la fin du e-commerce. La fin du e-commerce, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on pense qu'en 2020, on ne parlera plus du e-commerce. C'est-à-dire cet antagonisme, cette opposition entre e-commerce et commerce n'existera plus. Et finalement, le e-commerce se sera diffusé à l'ensemble du commerce et on passera à une nouvelle ère qui est l'ère du commerce connecté, du hub commerce en quelque sorte, où finalement les marques, les distributeurs seront connectés en permanence avec les consommateurs et les consommateurs connectés entre eux. C'est ça un petit peu le hub commerce. Voilà pour la présentation, je vais rester là, puis je vais tout de suite passer la parole à Marion et ses invités.